Ouvert par le ministre aux infrastructures le 18 juin ici à Kinshasa, au Grand Hôtel Kinshasa, le forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo poursuit son bonhomme de chemin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Point de rencontre qui chemine avec vous vers le développement de notre cher, beau et grand pays. Le forum sur les investissements en République démocratique du Congo. Pourquoi? Quels en sont les objectifs pour déboucher à quel bien-être pour la population, parce que c'est ça l'objectif. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Bodom Matungulu, qui est l'organisateur de ces forums, et également M. Freddy Yodi Shembo, qui est le DG des APCSC. Nous allons nous habituer parce que c'est ce qui est a remplacé l'ancienne structure qui s'occupait des infrastructures en République démocratique du Congo. Monsieur Matungulu, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo, pourquoi faire? Alors, déjà, ce qu'il faudrait dire qu'ici, que c'est le think tank RDC Stratégie qui a eu l'initiative de pouvoir organiser ces types de forums. Nous sommes à notre deuxième édition. Et ici, nous sommes d'abord un incubateur de politique publique et de la prospective. Nous essayons d'accompagner en fait le gouvernement dans la mise en œuvre de projets des secteurs stratégiques qui visent à pouvoir rendre la RDC un pays émergent à l'horizon 2050. Alors nous allons avec ce qu'on appelle des analyses prospectives, essayer de pouvoir déterminer ici des trajectoires possibles afin d'éclairer le gouvernement sur des orientations qu'il devrait emprunter pour permettre à ce qu'en 2050, que notre pays soit un pays émergent. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, pour parler d'un pays émergent, les infrastructures occupent une place de choix. Voilà pourquoi on s'est dit, avec les retards que connaît notre pays en termes d'infrastructures, de pouvoir mettre en place une conférence, un forum qui est en fait une tribune qui permet à ce que les différents acteurs qui interviennent dans ces secteurs se mettent ensemble. Ensemble surtout avec des experts qui pourront ici apporter des réflexions stratégiques. Ils sont venus depuis quel bord, les experts qui sont là, justement? Pour cette seconde édition, les experts que nous avons nous viennent un peu de partout. Nous avons déjà un appui institutionnel avec la BAD qui a mis à notre disposition un panel d'experts, mais aussi d'autres experts qui ont réalisé des projets dans des pays aujourd'hui qui sont pour nous des pays où on a des best practices comme la Côte d'Ivoire, le Maroc. Nous n'avons pas d'abord voulu aller chercher loin de nous parce qu'il faut tenir compte du contexte africain aussi. Et vous avez des experts africains mais qui aujourd'hui évoluent dans des pays tels que le Canada, la France, et il y a même ceux qui nous viennent de pays comme la Chine. Voilà les experts que nous avons essayé d'amener dans ces forums et nous allons réfléchir pour qu'à la fin, nous puissions produire des recommandations qui vont permettre à ce que, comme la conférence, vous savez, traite en fait un thème important qui est accélérer les rythmes de la mise en œuvre de projets d'infrastructure qui est en cohérence avec le programme du gouvernement. Ici, nous voulons en fait donner au gouvernement la recette qui permettra à ce que ce qui a été coulé dans ces programmes devienne une réalité. Et vous êtes sûr que le gouvernement va vous attendre? Parce que des analyses, il y en a eu, des études, il y en a eu, mais la population attend des résultats. Voilà pourquoi, vous savez, il n'y a aucun pays dans le monde, ceux qui sont aujourd'hui des pays développés, qui se sont développés sans réflexion. Il faut d'abord réfléchir. Et le travail qu'il faudrait après faire, c'est faire en sorte que ces recommandations deviennent une appropriation en fait du gouvernement. Voilà pourquoi nous avons à côté de nous des structures comme l'APSC qui avec à sa tête un DG qui comprend cela et qui peut être pour nous un courroie de transmission pour permettre à ce que vraiment cette appropriation se fasse au niveau du gouvernement. Parce que déjà, si au niveau du DG chez moi, il arrive déjà à appliquer ce qu'on a comme recommandation,
voyez-vous déjà que ça sera un pas que nous allons faire vers l'avant? Monsieur Chembo, vous êtes Freddy Chembo, vous êtes le DG des APCSC, une nouvelle structure qui arrive, qui demande une pédagogie. Monsieur Matungulu a ouvert la brèche, ils réfléchissent, mais vous êtes disposé à écouter. À écouter quoi pour nous apporter quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci beaucoup à monsieur Matungulu qui m'a associé à ce forum très stratégique pour le développement du pays. Nous sommes prêts à écouter, nous sommes déjà très satisfaits par la qualité de ce que nous avons entendu depuis hier et ce que nous sommes en train d'entendre. Nous sommes prêts à écouter les recommandations. Les recommandations portent essentiellement sur les infrastructures, le développement des infrastructures, le cas du forum qui est en train de se tenir. L'année passée, ils ont eu 50 recommandations qui ont porté sur la construction entre autres, sur la construction des infrastructures ferroviaires, routières, portuaires, aéroportuaires et tout ça. Et donc nous, en tant que APCSC, étant la porte d'entrée des gros investissements pour la construction des infrastructures, nous prenons ces résolutions, nous les transposons, nous les traduisons en projets et nous pouvons maintenant naviguer à travers les différentes institutions de la République pour aboutir à une convention de collaboration et à la matérialisation donc de ces recommandations qui deviennent des réalisations. Je vais être pratique. Les promesses des chefs de l'État, le programme du gouvernement font la part belle aux infrastructures. Vous êtes là pour opérationnaliser, mais ça pose souvent un problème de qualité des infrastructures réalisées en République démocratique du Congo, surtout dans les secteurs routiers. Est-ce que ces défis-là, vous allez aider les chefs à tenir ces promesses et dans quelles conditions? Absolument. Le chef de l'État a l'obligation de promettre. Ça, c'est quelque chose que la population, que les gens doivent comprendre. Un leader qui ne fait pas de promesses n'en est pas un. Un leader a la responsabilité de faire rêver. Il a la responsabilité de faire rêver, mais il doit fédérer autour de ça des gens qui, à leur tour, doivent jouer leur rôle. Et le problème avec le programme Sino-Congolais que j'ai la charge de coordonner aujourd'hui, et le problème est que le programme a été laissé en autopilote. J'ai toujours dit que l'homme ne respecte pilotage automatique. Voilà, l'homme ne respecte que ce qu'on inspecte. Lorsqu'il n'y a pas contrôle, on ne respecte pas les standards. Et donc, les routes biodégradables à faible qualité ou à usage unique, au bout d'un temps, c'est abîmé. C'est un problème. Lorsque déjà les études sont fausses, le contrôle est absent, qu'est-ce que vous attendez? Les Chinois faisaient les études, l'exécution et le suivi. C'est impossible d'être jugé parti. Nous avons changé cet état. L'argent, parce que vous avez un agenda chargé, l'argent est le nerf de la guerre et l'âme de tout apostolat. On parle de 7 milliards qui seront injectés dans le développement de la République démocratique du Congo. Vous êtes capable de mobiliser effectivement combien et pour le mettre dans quel secteur, monsieur le DG? Dans l'enveloppe de 7 milliards, comme je viens d'expliquer, il y a donc, oui, cet argent, dès qu'il est disponible, sera effectivement investi en majorité dans les routes nationales. Notre pays souffre d'un problème de faible connectivité et notre ambition est vraiment de le faire connecter par la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 7, la route nationale numéro 5, numéro 2. Donc, si on fait ça... Faites-nous rêver. Vous pensez réaliser quoi pendant ce quinquennat? Nous voulons pendant parce que le quinquennat est presque, la première année est presque entamée, oui. Nous voulons que dans les 4 ans qui viennent, on puisse prendre une voiture, catch, et se déplacer de Kinshasa à Lubumbashi. J'aimerais bien faire ça. Nous allons le faire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont en voiture catch jusqu'à Chikapa. Oui. Et nous voulons aller jusqu'à Lubumbashi. Nous voudrions que lorsqu'on arrive à l'embranchement de Mbujimaï, où il y a la route nationale numéro 2, qui va de Mbujimaï à Bukavu, qui rencontre la RN1, nous voudrions que les gens, à partir de là, bifurquent et aillent à Bukavu. La Banque mondiale va prendre jusqu'à Lubao et nous sommes en train de négocier pour prendre la partie qui va de Lubao jusqu'à Bukavu. Nous voulons aussi que la route nationale numéro 7, qui va de Kananga, traverse tout le Sankourou, va jusqu'à Kisangani, soit aussi praticable, sans oublier la route très stratégique de Kalamambouji, qui va désenclaver le centre. Vous ne finissez pas de finir, quoi. Oui, nous l'avons trouvé en souffrance, nous l'avons récupérée. Et donc, cette fois-ci, elle va vraiment finir. Dans combien de temps elle finira? C'est une route de 248 km sur laquelle nous voulons mettre 2 à 3 ateliers et la terminer en 3 ans, maximum. Merci, merci monsieur le DG. Monsieur Matungulu, vous avez entendu le DG. Est-ce que vous êtes satisfait? Je voulais vous poser la question en termes des objectifs à atteindre. Ces forums, pourquoi? Pour atteindre quels objectifs? Alors, l'objectif est clair. Aujourd'hui, nous voulons, comme je vous l'ai dit, nous travaillons à long terme. Rendre ces pays un pays émergent à l'horizon 2050. Vous savez, aujourd'hui, tous ces pays qui se disent des pays émergents,
il y a des ratios qui doivent être respectés. En termes, par exemple, de routes revêtues, des routes par nombre d'habitants, des routes au kilomètre carré. Et les indices que présente aujourd'hui la RDC, ce sont des indices qui sont aujourd'hui inquiétants, mais surtout qui traduisent encore que nous sommes un pays, même pas en voie de développement, mais en Moyen-Âge. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qui manque, mais il y a ce qui existe qui n'est pas en bon état. Donc, il y a vraiment cette équation qu'il faudrait résoudre. Et là, la seule chose que nous sommes en train de vouloir poursuivre avec cet atelier, c'est que toutes ces recommandations deviennent une appropriation des structures qui nous attendent du gouvernement et que cela soit mis en œuvre. Parce que nous voulons quitter, parce que nous ne sommes pas qu'un think tank, mais nous sommes aussi un do tank. Ce que nous réfléchissons, que nous produisons, c'est ce que je vais expliquer, c'est que nous sommes en train de produire comme réflexion. Nous devons maintenant la transformer, elle doit maintenant s'appliquer. C'est ça en fait le do tank. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons notre pèlerinage à travers ce forum. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Nous continuons ce pèlerinage, je l'appelle comme ça, avec M. Matungoulou, M. Maïdadi Saabana et Nico Nzaounza, le directeur général de la CGT. M. Matungoulou, des sommités venus d'ici, mais comme vous l'avez dit, même d'ailleurs, pour participer à ce forum. Quelle est la pertinence de cette présence-là, congolaise et étrangère, dans ces forums? La pertinence de la présence de tous ces experts, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui, il faudrait profiter des best practices. Comment est-ce que les choses se font ailleurs et comment est-ce que nous, on peut les contextualiser dans ce que nous sommes en train de faire chez nous. Et aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de parler du programme Sino-Congolais, qui est un montage unique, mais très important pour notre pays. Et là, on montre comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut financer les infrastructures en tenant compte des ressources que nous avons. Et ici, c'est un programme qui a été révisité et nous avons bien voulu connaître un peu les nouveaux éléments qui sont entrés, disons, dans ces programmes et voir comment est-ce qu'on pourrait, nous, en tant que think tank, proposer aussi certaines recommandations pour optimiser en fait ce qui a été déjà... Vous voulez vulgariser les secrets? Non, il n'y a aucun secret. Vous savez que partout... En revisitant, on a découvert des chiffres qui n'existaient pas auparavant. Partout dans le monde, voilà la nouvelle pratique. Lorsqu'un contrat est signé, on publie les contrats pour que tout le monde puisse avoir connaissance de ce que le contrat contient. Donc ici, il n'y a aucun secret. C'est des chiffres qui ont été publiés. Et d'ailleurs, ça doit rassurer en fait les gens qu'on a aujourd'hui un outil qui peut nous permettre de pouvoir rêver d'avoir des infrastructures. C'est ça en fait. Monsieur, vous passez le micro à Monsieur Maïdadi Saabana. Vous êtes consultant, expert en je l'appelle TROC. Richesse naturelle contre les infrastructures. Quel est votre apport dans cette réflexion organisée par ce forum de Kinshasa? Alors, nous partageons une expérience de ce qui se fait ailleurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la RDC qui est confrontée à des difficultés. Tous les pays du monde, y compris les pays développés, sont confrontés aux difficultés de développer leurs infrastructures. Elles sont de différentes natures. Vous allez aux États-Unis, vous rencontrerez également des difficultés vis-à-vis de la maintenance des infrastructures qui vieillissent et il faut qu'ils renouvellent leur réseau routier. La même problématique se pose en Europe. Les défis que la RDC a sont certes immenses à la taille d'un pays à construire. L'idée ici, c'est de dire, voyons quelles sont les ressources disponibles à la RDC pour pouvoir faire face à ces défis-là. Et bien évidemment, les ressources dont dispose la RDC sont principalement actuellement les ressources minières dont le monde a besoin pour la transition énergétique. Et donc l'idée étant de se dire, à partir de ces ressources-là, comment
tirer meilleur profit de cela pour développer ces infrastructures. Je pense que le contrat sino-congolais participe de cette démarche-là. Certes, tout est perfectible, tout est améliorable, mais voilà à peu près notre regard par rapport à ce qui se fait. Je pose la question à l'expert que vous êtes. Le montage richesse minière contre les infrastructures, ce n'est pas une première. Du tout. En réalité, ils ne se traduisent pas forcément dans le cadre de contrats tels qu'on le voit ici en RDC. Parce que quand vous regardez les chiffres, en réalité, qui sont les consommateurs de ces ressources minières? Quasiment la totalité du cuivre va en Chine. Donc le partenariat, il est obligatoire. J'ai utilisé l'image d'un boucher. Quand vous allez tous les jours acheter de la viande chez votre boucher, vous avez intérêt à discuter avec lui pour qu'il vous réserve les meilleurs morceaux puisque vous êtes son client. Et ou encore qu'il vous baisse le prix. Donc le partenariat, de fait, il est obligatoire. Qu'il se matérialise dans le cadre d'un investissement sur les infrastructures ou d'une autre manière, il est obligatoire. Maintenant, la question, c'est... La marge de sécurité, gagnant-gagnant. Tout à fait, s'assurer... On a comme l'impression que c'est un contrat, ça a été léonin et qu'une partie a gagné plus que l'autre. Mais vous savez, c'est comme quand vous mettez sur un ring de boxe Mike Tyson et un enfant de 4 ans. Parce qu'en réalité, c'est ça. On parle d'un géant mondial qui a des capacités qui dépassent la RDC. Donc, vous êtes bien conscient que, je prends un exemple, l'entreprise de construction CCCC a un chiffre d'affaires qui représente le tiers du PIB de la RDC. Donc vous comprenez bien que dans ce combat-là, le tiers, c'est-à-dire 20 milliards de dollars, c'est son chiffre d'affaires. Le PIB de la RDC, c'est à peu près 60 milliards. Donc c'est pour vous dire qu'on est dans un combat inégal, les pays africains. Donc le conseil qu'on a, c'est qu'il faut essayer d'arriver en étant préparé, en trouvant les meilleures clauses qui protègent nos intérêts parce que personne ne va le faire. Merci beaucoup, monsieur le DG Nico Nzaounzaou. Vous avez votre micro. Ah, vous avez déjà un micro. Vous participez à ce forum et le Congo, j'allais dire la RDC, compte sur vous pour opérationnaliser toutes les promesses, pour matérialiser toutes les infrastructures. Comment vous appréhendez ce forum de Kinshasa d'abord? D'abord, je dois vous dire la vérité que nous avons félicité l'initiative de M. Bodom. D'ailleurs, le premier forum qu'il avait organisé, on lui a posé la question de savoir comment il a fait pour qu'il ait la chance d'avoir autour de lui tous ces experts. Donc ça, c'est une grande félicitation. Et pour dire également que nous avons cette capacité de pouvoir des choses, de faire de la bonne manière. Et vous savez, ici, c'est un forum qui rencontre plusieurs intelligences. Mais on l'a dit tout à l'heure, toutes ces intelligences ne deviennent nécessaires, deviennent utiles au pays qu'à partir du moment où on doit le matérialiser. Et pour le faire, c'est nous qui sommes sur le terrain. Lui, il a fait sa part. Il a fait sa part, il a fait venir les experts. Ces gens, ils ont réfléchi. Il a mis à notre disposition un menu que nous devons pouvoir amener les gens pour préparer. Parce que la difficulté, on doit le dire également, se trouve dans la réflexion. Si vous avez déjà quelqu'un qui vous montre le chemin, c'est pour nous plus facile. Donc, Monsieur Bonhomme, nous avons félicité, mais nous avons demandé également, comme il a fait la fois passée, c'est de mettre à notre disposition, n'est-ce pas, l'ensemble des résolutions que le forum aurait pris, chacun évidemment dans son secteur. Monsieur le DG, les ressources sont disponibles. Est-ce que la CGT aujourd'hui est capable de l'absorber, de les transformer en biens, en infrastructures? Oui et non. Je dis oui parce que pour le moment, le défi est énorme. Donc un pays continent comme la RDC, une seule structure ne pourra jamais en aucun cas pouvoir absorber tout ce qu'on met à sa disposition. C'est pour cette raison que nous-mêmes ayant senti, n'est-ce pas, l'immensité de la mission, nous avons prévu de prendre une partie et une autre partie laissée à nos autres confrères, les autres structures comme l'OLVD, l'Office de route et les autres, également ouvrir le marché au privé. Parce qu'avant, quand on avait signé la convention de collaboration, dans sa version avant le 14 mars, eh bien, seules les entreprises chinoises travaillaient. Maintenant,
nous avons acquis une enveloppe financière très élevée et la CGT à ce moment-ci ne peut pas, elle seule, consommer tout cet argent et nous avons ouvert donc les partenariats à d'autres structures. Les infrastructures réalisées ne plaident pas toujours en votre faveur du fait de la mauvaise qualité de cela. Est-ce que on peut être sûr maintenant dans ces nouveaux dynamismes que les infrastructures qui sortiront de vos réalisations seront de grande qualité, pourront, comme l'avait dit M. Bodom tout à l'heure, de prêts à consommer, à usage unique, des routes à usage unique, des bâtiments à usage unique? Bon, c'est vrai ce que vous dites, mais vous devez savoir que la production des infrastructures, c'est une usine. Donc, il y a des maillons à chaque niveau. Donc, quand la route que vous voyez, quand vous roulez avec votre voiture, c'est un tapis. C'est juste un tapis noir qu'on met sur la table. Mais la route elle-même, c'est dans le sous-sol. Alors, pour faire ces routes dans le sous-sol, vous avez plusieurs paramètres. Donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant pour essayer de limiter les critiques? Nous avons pu ouvrir maintenant le marché à tout le monde. Nous ne faisons plus la route seul maintenant, on ne le fait pas seul. Vous devez savoir également que quand le programme sino-congolais avait commencé, nous n'avons pas la capacité de faire des études. On n'avait pas cette capacité-là. Mais quand nous avons vu qu'il nous fallait nécessairement faire en sorte que pour, n'est-ce pas, construire notre pays, il fallait faire par nous-mêmes. Nous avons dû envoyer de jeunes gens partout. Nous avons envoyé des jeunes gens dans toutes les meilleures universités du monde. Et 2 ans, 3 ans après, ils sont revenus. Aujourd'hui, les produits que nous offrons aujourd'hui est tout à fait différent d'avant. Parce que maintenant, nous avons des gens qui sont des experts et nous recourons également, comme vous avez vu, à des bureaux congolais et à des bureaux également internationaux. Nous pensons que, et ça on vous promet, nous ferons en sorte que tout se fasse pas comme avant. Nous allons corriger. Merci, monsieur le DG. Je vous en prie. Forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo qui se tient à Kinshasa. En marge de cette activité, nous recevons M. Eman Dongze Davi, qui vient du Gabon. Il est coordonnateur de l'unité d'appui au partenariat public-privé. Nous sommes bien sûr au Gabon, Libreville, capitale de ces beaux pays. Vous êtes à Kinshasa pour ce forum. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cela représente pour vous? Comment vous l'avez vécu? Vous vivez cette activité ici à Kinshasa? Merci beaucoup. Juste une indication, je suis dans le comité scientifique d'organisation de ce forum, grâce au président Batungolu. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que le PPP, c'est une passion que nous partageons tous. Et il faut bien le rappeler que dans la mise en place des plans infrastructurels dans notre pays, nos États identifient 3 gros facteurs de financement de l'infrastructure. Il y a le budget de l'État, il y a l'apport des bailleurs de fonds qu'on dit souvent financement extérieur, FINEX, et il y a une nouvelle source qui est les partenaires publics privés. Le budget de l'État ne peut pas tout soutenir. Le budget de l'État a des tensions à certaines périodes. Le budget de l'État doit être priorisé sur les infrastructures sociales qui impactent les populations. Et là, pour trouver des solutions indicatives, le secteur privé, qui est aujourd'hui puissant à certains niveaux, à certains égards, dont les chiffres d'affaires peuvent concurrencer le PIB de certains États, apporte une expertise fondamentale dans la gestion des services publics, dans l'infrastructure de base. Et aujourd'hui, les ODD ont déterminé effectivement, et toutes les recommandations internationales, que le partenaire privé, intégrant le privé à la construction de l'édifice public et la gestion des services publics, sont des facteurs intéressants et importants dans le comblement de manquements déficitaires et infrastructurels de l'État à différents niveaux. Et votre apport à ces forums, comme vous êtes dans l'équipe scientifique du forum, a apporté sur quoi? Essentiellement, c'était dans l'identification effectivement des principales thématiques. Et aussi, en tant que forum d'échange, il y a plusieurs bonnes pratiques mises en place et la valorisation d'expériences professionnelles
d'autres entités. Premièrement, le Congo, c'est un pays riche. Le Congo, c'est un pays grand, qui a une expertise fondamentale à différents niveaux. Et aussi d'autres pays qui accompagnent ce forum permettent d'échanger sur les bonnes pratiques et aussi échanger avec les professionnels du secteur. Ce n'est pas simplement dans la construction, l'édification, les politiques publiques, il y a aussi dans tout ce qui concerne l'ingénierie. C'est un moment d'échange avec des acteurs internationaux, des cabinets conseils qui apportent une expertise et un regard assez important, fondamental, sur l'offre et la vision qui nécessite la construction d'un monde PPP. Donc effectivement, c'est une grande messe, c'est un échange, mais qui ne se limite pas simplement à la rencontre. Il y a aussi l'édification de bonnes pratiques, mais aussi et surtout ce qu'il faut retenir, c'est tirer des leçons et pouvoir apporter des solutions indicatives. Et les panels qui sont pris aujourd'hui, identifiés, permettent à la fois de discuter, sortir effectivement des préoccupations et pouvoir édifier un calendrier, éventuellement une liste d'actions prioritaires à prendre en considération. Le présent forum a comme, entre autres objectifs, de permettre aux décideurs congolais de faire asseoir des infrastructures pour le bien-être des populations. En partant de l'expérience gabonaise, le PPT a permis la réalisation de quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez réussi avec ça? Si nous prenons seulement cette entité qui vous concerne. Le Gabon aujourd'hui sur la politique infrastructurelle, notamment énergétique, a porté le PPP comme choix principal. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets en matière énergétique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important dans un PPP, ce n'est pas signer le contrat PPP. C'est pouvoir aboutir à ce qu'on appelle le closing financier. C'est-à-dire le closing financier. Le PPP se fonde sur une technique qu'on appelle le financement de projet. 80% du financement est levé par des partenaires bailleurs, de fonds, banques, de manière synthétique. Et donc, ces bailleurs, lorsqu'ils accordent leur confiance, effectivement, on atteint ce qu'on appelle le closing financier. C'est qu'ils accordent effectivement les financements nécessaires et s'engagent à pouvoir respecter les décaissements pris pour effectivement financer le projet. Et c'est la partie la plus importante. Au niveau du Gabon, nous avons sur un projet d'infrastructure Kingley-Aval atteint cet élément et qui a permis la construction aujourd'hui de cette infrastructure. Et nous aboutissons essentiellement sur ces de l'énergie à la conclusion effectivement des accords financiers. Nous sommes un pays qui prend les PPP à cœur et qui aujourd'hui, avec le cadre qui est mis en place par les autorités, envisage effectivement avec les bailleurs de fonds pouvoir accélérer cette dynamique aujourd'hui sur les PPP à travers la formation des populations, la formation des hommes, la connaissance du PPP par les journalistes et aussi dans les meilleures pratiques en termes de valorisation des projets au niveau du Gabon. Et pour terminer, comment avez-vous trouvé l'organisation ici? Et si vous avez un vœu en rapport avec ce forum, ça sera lequel? Professionnel et le vœu que ça continue. Parce qu'il est important que les professionnels échangent. Il est important que les pratiques se rencontrent et édifient clairement nos politiques. Nos politiques ont des enjeux importants. Il est important que les professionnels que nous sommes et les acteurs que nous sommes puissent effectivement valoriser le mécanisme et surtout donner les bonnes pratiques. Mais ma seule recommandation, c'est que ça continue et que les conclusions d'aujourd'hui peuvent servir de bréviaire effectivement pour l'action gouvernementale et l'action indicative envers les infrastructures pour demain et pour un Congo gagnant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ok. Au revoir. Toujours ici au forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo, nous recevons Ahmed Khaled Ben-Omar. Vous êtes conseiller du ministre de l'économie et des finances au Maroc et expert en politique publique. Bienvenue ici. Vous êtes dans le forum sur l'économie ici à Kinshasa. Quelles sont vos impressions, l'organisation et tout le reste? C'est un vrai plaisir pour moi d'être dans ce forum. Une organisation vraiment parfaite, maîtrisée. Mais au-delà, je suis très heureux d'entendre un débat franc sur les questions d'infrastructure, non seulement en République démocratique du Congo, mais de manière générale qui concerne l'ensemble du continent africain. Donc les débats sont riches et en particulier le forum se distingue par son côté concret. Donc on parle vraiment de pipeline, de projets, d'initiatives. Et on voit à quel point les autorités congolaises sont impliquées actuellement dans une dynamique pour revitaliser, parce que le Congo a déjà un grand nombre d'infrastructures,
mais certaines malheureusement sont à réhabiliter pour réhabiliter tout ça. Ben Omar, le Maroc a un certain niveau d'équipement comparé à l'Afrique subsaharienne. Et quelle est votre vision en rapport avec cette réflexion pour booster le domaine de l'infrastructure dans un pays tel que la RDC? C'est une bonne question. La réponse n'est pas aisée. Dieu merci, comme on le dit toujours, au Maroc, nous avons quelques points forts qui nous ont aidés à avoir une infrastructure, je pense, qui est parmi celles qui a l'une des meilleures qualités au niveau du continent. Le premier point, c'est quelque chose qui est très important, c'est la stabilité politique, le leadership, donc la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui depuis maintenant 20 ans a permis au Maroc de se positionner comme hub d'infrastructure au niveau continental, mais aussi dans la zone euroméditerranéenne. Sur tout le plan, même sur le plan des sports. Sur le plan des sports également, bien sûr, et surtout. Mais comme vous d'ailleurs, comme vous en RDC, on a une histoire. Donc le premier point, c'est la stabilité politique. Deuxièmement, c'est un rôle de l'État. C'est la deuxième chose qui est importante. Donc des investissements massifs à un moment donné pour que la dynamique prenne, puis le relais qui est pris par le secteur privé. Donc une vision stratégique, des investissements massifs et quelque chose aussi qui est très important, dont on ne peut pas faire l'économie, c'est la bonne gouvernance. Je pense qu'aussi, une des choses qui permet à un pays de réussir des projets d'infrastructure et d'avoir de l'impact, c'est de bien gérer ces projets, de limiter tous les risques de corruption qui sont associés, de rendre les circuits plus courts. Donc ces trois choses, je pense, ce sont les bases de ce qui nous permet aujourd'hui dans notre pays, au Royaume du Maroc, alhamdoulilah, d'avoir une bonne base au niveau d'infrastructures, qu'il s'agit d'infrastructures ferroviaires, tout ce qui est aéroport, le portuaire, et aussi bien sûr les routes. Mais il y a aussi une dimension, donc là c'est pas exclusif au Maroc, la stabilité politique, le rôle du public et la bonne gouvernance. Il y a aussi quelque chose qui est important aujourd'hui, plus que toujours, c'est utiliser les infrastructures pour saisir les opportunités et valoriser son potentiel. Donc c'est ça le sujet, et je pense sur ça la République démocratique du Congo a beaucoup d'atouts. Peut-être c'est le pays du continent qui a le plus d'atouts par rapport à ça. Saisir les opportunités et les convertir. Vous travaillez au ministère des Finances, de l'économie et des finances, vous êtes expert en finances publiques, mais comment mobiliser le fonds pour l'investir dans le secteur des infrastructures? Est-ce possible de convaincre les partenaires financiers, des partenaires techniques pour mettre de l'argent? Parce que là, on parle en termes de millions, en termes de milliards, dans des projets... Alors, on va éviter la langue de bois. Les partenaires internationaux jouent un rôle, mais ce n'est pas la clé. Le financement de ces projets, surtout les projets stratégiques, si on veut aussi éviter des problèmes d'ingérence et d'influence, et on voit les instabilités dans lesquelles le monde est aujourd'hui, il doit y avoir une part importante de l'économie nationale. Et cette économie est disponible chez nous, à travers, Dieu merci, nos ressources, aussi à travers une bonne gouvernance. Et d'ailleurs, si vous avez peut-être entendu parler des réformes récentes que mène le Royaume du Maroc, nous réussissons à financer aussi nos infrastructures à travers un peu des choses originales, comme ce qu'on appelle les financements innovants, qui sont des façons de libérer des énergies à travers même le secteur public. Donc il y a l'assiette fiscale qui peut être élargie, quand elle peut être élargie, parce que ce n'est surtout pas augmenter les impôts. Les impôts sont déjà élevés en Afrique, mais mieux récolter ces taxes, ces contributions, faire jouer le secteur privé national et valoriser nos ressources. Je pense que on ne fait pas une exagération en disant qu'on est dans un pays qui est, Dieu merci, un des mieux dotés en ressources, pas seulement en Afrique, mais au monde. Et que, encore une fois, les ressources, il faut éviter, entre guillemets, leur malédiction. Il faut savoir utiliser cette opportunité. Donc je pense que d'abord, la première des choses, pour éviter la langue de bois, c'est de penser à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et après, bien sûr, il y a des partenaires qui sont prêts à aider et à aider les projets à se concrétiser, bien sûr, à travers des outils comme le PPP. Mais comment, je voudrais dire comment rugby transformer l'essai. On a une réflexion de haut niveau, mais faire en sorte que cela devienne action, que cela impacte la réalité. Et voilà, donc, quelle est la magie, quelle est la formule? Alors peut-être dans l'expérience du Maroc, qui n'est pas parfaite, mais qui a des
points positifs qui sont, je pense, assez intéressants et qu'on partage d'ailleurs avec nos frères africains dans la coopération Sud-Sud parce qu'on apprend mutuellement les uns des autres. Une des choses qui est la plus importante, c'est avoir un projet phare, avoir des projets phares. Au Maroc, je pense qu'on a eu la chance, dans la vision royale, d'avoir anticipé le projet Tangemed. Au départ, c'était un projet un peu fou parce qu'on voulait positionner un port en face du port d'Algeciras, 15 km en face en Espagne, qui était déjà un grand port. Et on a réussi à faire de ce port, qu'on a créé dans une région où il n'y avait pas du tout d'infrastructure, il n'y avait rien du tout, qui est devenu aujourd'hui, tenez-vous bien, non seulement le premier port en Afrique, mais le premier port en Méditerranée. Europe et Afrique et Moyen-Orient inclus. Donc, il faut un projet comme ça. Et pourquoi je parle de Tangemed? Quand vous avez un projet phare, l'effort était dur. L'effort financier de la première phase a coûté peut-être 700 millions d'euros. Mais on a pu faire la deuxième phase, la troisième phase. Et surtout, développer un réseau autoroutier, développer la première ligne à grande vitesse ferroviaire d'Afrique qui va à 300 km/h. Nous avons pu faire tout ça autour de Tanger parce que nous avions déjà un projet phare qui a permis de faire de la région un hub. Un hub à la fois pour l'infrastructure, la logistique, surtout pour l'industrie. Ça a permis par exemple de ramener par la suite l'usine Renault et d'avoir aujourd'hui le premier pôle automobile en Afrique. Donc il faut un projet phare. Je pense que ici vous avez... souvent on l'entend pour l'anecdote, mais quand on s'intéresse un peu à la géopolitique du continent, on entend que la RDC, si elle concrétisait le projet de INGA, pourrait donner d'électricité, si je me rappelle bien, à la moitié de la population africaine, tout entière, 700 millions d'habitants. Ça peut arriver jusqu'au Maroc. Voilà un projet phare. Et projet attire projet. Alors Tanger, ça commence avec cette vision royale. Bon, c'est une ville qui a une histoire. Il faut aussi bâtir sur nos traditions, sur notre histoire. Nous sommes un pays qui a une tradition, une histoire ancienne. Mais en même temps, cette vision d'avenir. Et maintenant, Tangemed, ça nous permet aujourd'hui non seulement d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, mais de faire du rééquilibrage territorial, parce que la région du nord du Maroc avait certains défis. C'est une région frontalière, donc des défis liés à la vulnérabilité de la population. Donc ça permet de redistribuer les richesses et ça nous permet aujourd'hui de devenir un hub avec les 2 ou 3 premières gigafactories de batteries électriques en Afrique et parmi les toutes premières en Méditerranée. Donc ça commence avec généralement une vision et un projet phare. Et puis, Dieu merci, avec les principes dont je vous ai parlé, les SEMAG, donc on peut avancer. Mais il ne faut pas imaginer que les grands projets se feront juste comme ça, par des baguettes de l'étranger. C'est d'abord l'effort national et le travail national, et le sérieux et la rigueur. Et les exemples, je pense, sont très nombreux. Les pays aujourd'hui qui se positionnent comme partenaires de l'Afrique, quand on voit leur histoire, ils sont comptés d'abord sur eux-mêmes pour se développer. Donc je pense que nous devons d'abord être capables, alors bien sûr comme partenaires, je pense qu'on peut être dans une logique continentale africaine où on est ensemble, les uns avec les autres, les uns avec leurs ressources, les autres avec leur expertise, comme ce que nous avons aujourd'hui dans cet excellent forum organisé ici à Kinshasa. Merci. Nous recevons également M. Jean-Paul Libébélé Momboyo Koukuta. Vous êtes ingénieur civil de construction et consultant. Et vous êtes dans les secteurs des transports et gestion des projets infrastructures. Vous participez à ce forum. Dites-nous, qu'est-ce que cela représente, ce forum, pour la République démocratique du Congo? Merci bien, monsieur le journaliste. Je crois que c'est un forum qui est important. De par son titre déjà, le thème qui est abordé, accélérer le rythme de mise en œuvre et de réalisation du projet. Tout le problème est là. Nous avons discuté dans cette salle depuis 2001, enfin moi personnellement, depuis 2001, on parle de transport, on parle de projets, on parle de ceci, mais on constate que ce qui a été préconisé n'a pas été suffisamment réalisé. Et nous revenons souvent sur les mêmes choses. Je crois que si on arrive, comme il est dit, à accélérer le rythme de mise en œuvre, les choses iront beaucoup mieux. Mais quelles sont les conditions? Les conditions pour accélérer? Je parlais tout à l'heure avec M. Benomar de l'expérience marocaine.
Il nous parle d'un projet phare autour duquel tourneraient d'autres petits, naîtraient d'autres projets. Aujourd'hui, quels sont les rêves congolais en matière d'infrastructure, monsieur? Bon, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, là, le thème infrastructure, vous savez, on est dans le secteur des transports. Quand on parle de transport, on parle infrastructure, on parle service et on parle régulation. Et pour faire des infrastructures, il faut de l'argent. Pour monter les services, il faut aussi de l'argent. Seulement? Suivez-moi. Pour faire de la régulation, il faut aussi des hommes. Donc, tout cela doit être fait par les institutions, par les lois. Les institutions sont toujours gérées par des hommes et les lois sont appliquées par des hommes. Je crois que c'est cela qu'il faut prendre. C'est pourquoi on doit parler de politique. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme politique pour gérer nos projets? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'une route existe? Qui doit la gérer? Qui doit l'entretenir? Comment elle doit être financée? Ce sont là les questions auxquelles on doit répondre. Et pour le faire, il faut que quelque part, il y ait une volonté, en fait. Volonté par ceux qui décident, qui disent voilà, ça, on doit faire. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tel moyen. Qui peut le faire? On prend la personne qui peut le faire et comme ça, on peut aller de l'avant. C'est là, en fait. Ce n'est pas la magie, mais c'est simple. Les institutions, les lois, les animateurs, et ça peut aller. Et le moyen à la fin. Mais je pose la question à l'ingénieur civil que vous êtes. Oui. Il y a eu de l'argent dans ces pays, il y a eu de la volonté, il y a eu des projets, mais des routes qui n'ont tenu pas plus de 6 mois. Comment on peut atteindre, accélérer les rythmes? Parce que si on doit reprendre, recommencer ce qu'on a déjà fait, donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais quand vous dites qu'il y a eu de l'argent, est-ce que l'argent qui a été mis en place était suffisant? Est-ce que l'argent qui a été mis en place a été utilisé comme il se devait? Est-ce que les personnes qu'on a mis en place pour gérer cet argent étaient les meilleures personnes? Est-ce qu'il y a eu un contrôle? C'est toutes ces questions-là qu'il faut que, quand on met de l'argent quelque part, ça puisse produire des résultats. C'est pourquoi on demande qu'il y ait un cadre institutionnel. C'est-à-dire qu'il y ait des institutions, une répartition des tâches. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire n'importe quoi. Chacun a son domaine. Et on lui donne les moyens qu'il faut. Il se fait entourer par des personnes qu'il faut. Il suit les règles de jeu qui sont inscrites dans le... Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient aussi, lui dit, mais est-ce que vous avez fait ce que vous deviez faire? C'est comme ça que ça peut marcher. Et dans quelle mesure les réflexions produites ici peuvent influer sur la marche, l'accélération, la réalisation des infrastructures? Dans quelles conditions? Bon, je crois que la première condition, de mon point de vue, c'est l'appropriation par les décideurs. Il faut que les décideurs s'approprient en fait ce qui a été dit ici. Puisqu'en fait, vous avez fait venir des gens de par le monde pour réfléchir, pour parler avec nous. Ils ont donné une piste à suivre. Et je vois ici des voix. Vous avez quelques... Il y a une phrase qui est la voie à suivre. Donc, tout ce qui a été dit ici, ça trace une voie à suivre. Mais il faut la suivre. Si vous voulez atteindre les résultats que vous voulez, suivez cette voie-là. Mais si vous ne la suivez pas, vous n'y arriverez pas. Voilà, monsieur Ben-Hamed, si vous avez un vœu en rapport avec ces forums, mais aussi cette grande vision de vouloir doter la RDC des infrastructures, ça serait lesquelles? Je pense qu'un pays comme la RDC, vu son potentiel de vraiment, comme vous l'avez dit tout de suite, avoir un projet phare et que ce genre de forum serve justement d'appui, d'incubation et de mobilisation autour de ces projets phares. Il n'y a pas besoin de mener tous les projets à la fois. Je pense que l'expérience dont je vous ai parlé de notre pays avec Tangemed et d'autres projets a permis d'avoir un effet d'entraînement. Merci à vous, monsieur Ahmed Khalid Ben Omar. Vous êtes conseiller au ministère de l'économie et des finances au Maroc et expert en politique publique. Merci à M. Jean-Paul Alibébé de Momboyo, Koukuta, ingénieur civil de construction. Vous êtes consultant dans le secteur de transport et gestion de projets infrastructures. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous.